Dans son livre Breaking Hate, l'ancien néo-nazi Christian Picciolini explique que la plupart des gens sont en quête d'identité. Et s'ils ne la trouvent pas dans des domaines, ordinaires, eh bien, il se peut qu'ils aillent la chercher dans des groupes extrémistes. Pour illustrer cela, il explique comment il est lui-même tombé dans le néo-nazisme. Il était fils d'immigrés italiens aux États-Unis, ce qui était un sujet de moquerie et de raillerie de la part de ses petits camarades de classe. Les gros bâtards. Et un beau jour, alors qu'il fumait un joint dans la rue, un néo-nazi l'aborde et lui demande comment il s'appelle. Picciolini, c'est un nom italien ça. L'Empire romain, Jules César, tout ça. Tu peux être fier de tes origines, petit. Et du jour au lendemain, le jeune Christian est passé de fils d'immigrés vaguement marginalisés à héritier de l'Empire romain et de Jules César, ce qui est quand même vachement plus stylé. Autrement dit, jusqu'à présent, la société lui imposait une identité plutôt dévalorisante, et il l'a remplacée par une autre identité beaucoup plus valorisante. Et dit comme ça a l'air plutôt positif, non ? On peut également s'identifier à un mouvement politique, à une origine régionale, à une équipe ou une pratique sportive, mais avoir de telles identités peut également avoir des inconvénients. Et par ailleurs, c'est pas non plus si clair que ça qu'on ait vraiment besoin de rechercher de telles identités. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, quels inconvénients peut-il y avoir dans le fait d'embrasser une identité ? Je vais en citer au moins 4. Premier inconvénient, cela peut rendre beaucoup plus difficile de changer d'avis sur certains sujets. Par exemple, dans le cas d'une identité politique, il est courant de s'identifier à certaines idées de notre bord politique, comme la liberté d'avoir une arme à feu, chez les républicains américains. Et on peut alors avoir tendance à défendre ces idées beaucoup plus farouchement que si c'était juste des idées qu'on trouve très pertinentes. Quand on entend un argument contre ces idées, c'est pas juste une information supplémentaire à prendre en compte. C'est aussi une attaque contre une idée centrale de notre identité. Et donc, d'une certaine manière, une attaque envers nous-mêmes. Et on peut alors avoir tendance à défendre cette idée un peu comme on se défendrait d'une agression physique. Deuxième inconvénient, cela peut nous pousser à avoir des raisonnements qui ressemblent beaucoup à de l'essentialisme. Par exemple, si mon identité c'est d'être chasseur et qu'on me demande pourquoi je chasse, eh bien il se peut que je réponde des trucs du genre « parce que c'est ce qu'on fait nous les chasseurs, on chasse, c'est nos traditions, c'est dans l'ordre des choses, etc. » Ce qui donne lieu à des raisonnements un peu circulaires, très similaires à l'appel à la nature. Je fais les trucs que font les gens qui ont mon identité, parce que c'est ce que font les gens qui ont cette identité, parce que c'est comme ça. Troisième inconvénient, cela nous rend beaucoup plus susceptibles que nécessaire. En gros, on va avoir tendance à s'offusquer pour des choses qui ne nous offusqueraient pas plus que ça autrement. Par exemple, si vous êtes breton et qu'on vous confond avec un normand. On a tué des gens pour moins que ça. Et on va consacrer beaucoup d'énergie à défendre l'honneur de son identité, quitte à faire des trucs qu'on désapprouverait dans d'autres circonstances. Quatrième inconvénient, cela pousse vers une forme de fierté très passive. De base, on est fier de soi lorsqu'on réalise un truc positif, comme trouver un remède contre le cancer ou faire un beau gâteau au chocolat. Mais dans le cas de l'identité, on se retrouve à être fier de juste appartenir à un groupe ou à une catégorie très vaste. Par exemple, le jeune Christian Picciolini, juste parce que ses parents sont italiens, ce qui est le cas de beaucoup de gens, eh bien, il se sent Jules César, il se sent Marc Aurèle, alors qu'il n'a a priori rien fait de tout ce qui peut rendre ces deux personnages historiques dignes d'admiration. Pour prendre un exemple plus ordinaire, quand on débute des études scientifiques, il peut être tentant de s'identifier à la communauté scientifique en général, et aux plus grandes figures de la science, et de faire preuve d'une légère forme d'arrogance à ce sujet, alors qu'on n'a encore rien accompli sur le plan scientifique. Mais bon, après tout, le besoin d'identité est un besoin fondamental de l'être humain. Donc, il faut bien faire avec tous ces inconvénients, non ? Eh bien, c'est pas si clair que ce soit un besoin si fondamental. Pour revenir à Christian Picciolini, ce qu'il dit, plus précisément, c'est que nous avons tendance à rechercher 3 choses. Une identité, une communauté et un but. Et d'un point de vue purement descriptif, c'est effectivement ce que beaucoup de gens recherchent. Mais si on essaye de décrire plus précisément ce besoin d'identité, en évitant les formulations trop vagues ou poétiques, on pourrait s'apercevoir que ça rentre en fait très largement dans les 2 autres catégories. Si c'est à propos de se trouver une famille, ça rentre dans la catégorie communauté. Si c'est à propos de certaines valeurs, ça concerne ce que nous jugeons souhaitable de faire ou de préserver, et donc nos objectifs. Si c'est à propos de goûts artistiques ou de pratiques sportives, ça concerne ce qui nous procure du plaisir ou nous aide à nous développer. Donc, des choses que nous recherchons. Donc là encore, nos objectifs. Si on essaie d'exprimer de façon précise ce que nous apporte une identité, on obtient un ensemble de choses plus ou moins intéressantes, mais qui ne nécessitent pas forcément d'embrasser une identité particulière, au final, ni tous les inconvénients qui vont avec. Par exemple, dans le cas de Picciolini, encore lui, plutôt que de s'inventer un lien imaginaire avec Marc Aurèle et en tirer une fierté très passive, et de devenir un néo-nazi, il aurait pu, à la place, essayer de développer des traits de personnalité qu'il juge positifs chez Marc Aurèle, par la pratique de la méditation stoïcienne par exemple. Et dans le cas de l'étudiant scientifique un poil arrogant, plutôt que de se prendre pour le fils caché d'Einstein dès son premier semestre de licence, il pourrait, à la place, se focaliser sur l'acquisition de connaissances qui lui permettront de faire des contributions scientifiques intéressantes. Bref, il me semble que, très souvent, on peut remplacer une identité passive, qu'on cherche à défendre, par des objectifs positifs et concrets, qu'on cherchera alors à poursuivre.
Ce qui, en passant, ressemble pas mal aux travaux universitaires sur le passage du fixed mindset au growth mindset, voir dans la description. Les élèves qui ont un fixed mindset défendent farouchement leur identité de bons en maths. Ils se protègent de ce qui pourrait remettre en question cette identité. Et ce faisant, ils ne font pas les efforts nécessaires pour s'améliorer en maths, ce qui serait pourtant beaucoup plus constructif et intéressant. Cette idée d'abandonner notre quête d'identité est également défendue par le chercheur en psychiatrie David Burns. Comme il l'explique dans son dernier livre, voir dans la description, les identités auxquelles nous nous accrochons sont le terreau sur lequel grandissent toutes sortes de souffrances mentales, comme l'anxiété ou la dépression. Et si on renonce à cette quête d'identité, sans pour autant renoncer à nos objectifs, nos valeurs, nos amis, tout ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on a au final rien perdu. Et en échange, on a gagné une vie beaucoup plus sereine et épanouissante. Alors, que pensez-vous de tout ça? Peut-on s'affranchir de toute quête d'identité, sans rien perdre de valeur au passage? N'hésitez pas à le dire en commentaire.